Salut tout le monde, ici Alex A. Bienvenue à probablement la dernière chronique de... Ah non, on a d'autres livres de la Jean-Jean, mais la dernière chronique de la première saison de la Jean-Jean sur les références obscures et les secrets cachés dans mes livres. Donc on est rendu au tome 8, Le Castor à jamais. Ah, déjà, il y a une petite référence obscure ici. Le titre, ça vient de Batman à jamais, Batman Forever, qui est le troisième film de Batman sorti en... 95. Bravo. Oui, j'ai cherché un titre longtemps. Au départ, le titre c'était Le Castor a gagné. Moi, je l'aimais bien, mais personne ne l'aimait. Donc, j'ai travaillé très fort pour essayer de trouver un nouveau titre et il m'est venu vers 2 h du matin. Et je me suis dit, prends un titre qui existe déjà puis modifie-le, ce que je fais souvent. Donc, voilà, Le Castor à jamais. Big Beaver Forever en anglais. Ça sonne bien. Alors, allons-y. Dans les premières pages, il y a une scène de casino qui est très étrange. Et dans la première page, on voit quelques personnages qui sont dans le casino. Et là, je me suis amusé un peu. J'ai glissé des personnages, soit un peu obscurs, ou soit qui viennent de d'autres séries. Comme j'ai une apparition de Franck Lapin. Franck Lapin, très mystérieux personnage qu'on voit pendant une case dans le tome 1, qui, comme je l'avais expliqué dans ma première chronique, je l'avais expliqué, je pense. Je disais que c'est un personnage que j'ai créé quand j'étais adolescent, enfant, et que je l'ai enlevé de la série parce qu'il était plate, donc j'en ai fait une petite apparition ici. Il est quelque part dans la tête de Jean. J'ai Lumière, un des personnages de l'univers est un ninja. J'ai Bleu en bas, l'espèce de tête qui a l'air d'un cornet de crème glacée. Ça c'est Bleu, c'est un personnage de fluidimorphe cryoplasmique, mais sous forme gazeuse, qui vit avec le personnage d'Alex dans ma BD, la lettre A, que vous avez sûrement pas lu parce qu'il n'en existe pas beaucoup de copies. Et puis, il y a Gabriel Loeb aussi dans le coin. Mais lui c'est logique, parce que Gabriel Loeb est prisonnier dans la tête de Jean. Donc ici, on le voit un peu fâché, en train de marcher vers l'avant, probablement en train de chercher son chemin vers la sortie. Et ensuite, il y a une scène où on voit la Jean-Jean jouer à un jeu de cartes, probablement le blackjack, mais je connais rien dans les jeux de cartes et dans les casinos. Mais en fait, cette scène-là, c'est une reproduction très fidèle de je crois, la première scène du premier film de James Bond, sorti en 1900. C'est la deuxième scène? Je pense que oui aussi. Mais la première scène où on voit James Bond. Et en 61, je crois, sur le James Bond. Est-ce qu'on a la date? On va voir sur Wikipédia et on vous revient. James Bond contre le Dr No. C'est ça le titre. Excellent d'ailleurs, surtout pour les années 60. 1962. Très vieux film si vous voulez regarder ça. 62 au Royaume-Uni, 63 ailleurs. Ah d'accord, excellent. 62 au Royaume-Uni, 1963 ailleurs. Oui, cette scène-là, comme la Jean-Jean était fortement inspirée de James Bond quand j'étais jeune, au départ, mon premier livre de la Jean-Jean, c'était une parodie directe du film GoldenEye, le 17e film de James Bond, je crois, en 95. Et je me suis dit, il faut que je fasse un petit hommage à James Bond, donc pour le dernier livre, j'ai fait référence à au premier film de James Bond. Et c'est pour ça que la scène est incompréhensible avec des jeux de cartes de casino. Moi, je connais rien là-dedans. La Jean-Jean connaît rien là-dedans aussi, et c'est ce que le Castor lui dit dans la page juste après. D'ailleurs, dans le 23e film de James Bond, Skyfall, 23 c'est ma date de fête, on retourne au manoir d'enfance de James Bond et on voit... J'avais-tu déjà parlé dans une autre vidéo? Non. On retourne au manoir de l'enfance de James Bond et en avant du manoir, il y a des statues de cerfs. Donc il y a des statues de la Jean-Jean, de l'endroit où James Bond est né. Et moi, la Jean-Jean est née à cause de James Bond. Donc voilà, c'est une boucle qui tourne. J'adore ce genre de coïncidence-là. C'est comme un peu mystique. Donc voilà, oui, James Bond. Page 9, encore la discussion entre la Jean-Jean et le Castor. Le Castor fait référence au fait qu'il, lui et Jean ont une connexion. Et là, la Jean-Jean s'exclame comme Harry Potter puis Voldemort. Oui, j'ai fait une référence à Harry Potter, mais j'ai aucune idée c'est quoi la connexion entre Voldemort et Harry Potter. Je suis zéro fan de cette série-là. Donc expliquez-moi en commentaire c'est quoi. Puis s'il y a vraiment, si ça ressemble à celle entre la Jean-Jean et le Castor. Mais je pense pas. Ça l'est-tu? Mais la Jean-Jean n'a pas de cicatrice. Sauf sur sa main. Ben c'est pas une cicatrice, mais c'est un symbole. En tout cas, je vais finir par les regarder. Ma blonde va me faire regarder les Harry Potter, c'est sûr. J'aurai pas le choix. Ensuite, page 17. Dernière case, il y a la Jean-Jean qui dit à Henri « T'as encore ton pancréas, certains n'ont pas cette chance. » Donc ça, c'est une référence à moi-même, parce que moi-même, je suis diabétique, donc mon pancréas est relativement absent. Donc je fais dire à Henri « Tu es très chanceux, toi, tu as un pancréas. Ce n'est pas diabétique. » Ce qui pour moi est très drôle, mais les gens qui me connaissent ont lu ça, puis ils étaient comme « Oh, c'est triste. » Mais non, c'est pas triste. C'est très drôle. Et j'aime beaucoup
le visage très laid de Henry à la case juste avant. Ça ressemble un peu à, c'est presque une référence à la série télé Ren et Stimpy, où de temps en temps c'était un cartoon très drôle et éclaté, mais de temps en temps, tu avais des gros plans sur les personnages très dégueulasses et avec des traits détaillés. Mettons, on fait la caméra zoom sur un gros bouton sur le personnage et c'est tout très bien fait mais dégueu. C'est ça que j'ai essayé un peu de reproduire avec cette case-là. Tapez ça Ren et Stimpy dans Google. À la page 26, l'Ultra-Jean, comme vous savez, qui a tendance à parler dans d'autres langues pour créer un effet dramatique. Dans le premier, il parle en anglais. Il dit « We are now one ». Dans celui-ci, il parle en latin. J'aurais dû y penser avant, le latin, ça porte quand même beaucoup. Et il dit, je sais même pas comment le prononcer, « Bene advenisti in Wikipediam ». Ça veut dire « Bienvenue sur Wikipédia ». Parce que je cherchais une belle phrase en latin, donc je suis allé sur la version latin de Wikipédia et c'était la première phrase qu'il y avait et je l'ai mis telle quelle. J'ai été un peu paresseux, mais ça reste drôle. Mon père, qui connaît un peu le latin, m'a écrit pour me dire « Pourquoi t'as mis ça? » Quand il va revenir, je lui ferai dire des choses plus pertinentes. Alors, page 47. Alors, scène où les personnages marchent dans l'usine de robots et Henry dit qu'il ne faut pas avoir peur parce que tant que les robots ne les voient pas comme une menace, ils n'attaqueront pas. Référence à Star Trek, encore une fois, avec la race des Borg. Les Borg qui sont une race de mi-organique, mi-robotique, qui fonctionne sous une conscience unique. Oui, c'est là que ça vient la conscience unique de Gabriel Loeb et des nanorobots. Mais dans ce cas-ci, ouais, ils pensaient que c'était comme les Borg dans Star Trek, mais non, pas du tout. Ils savent très bien qu'ils sont dangereux, donc ils attaquent tout en même temps. Semblable aux blagues que je fais souvent sur attention, sa vision est basée sur le mouvement, que j'ai fait à cause de Jurassic Park, mais qui ne fonctionne jamais au final. Page 56. Il n'y a pas tant de secrets là-dedans ou de références, mais je voulais juste mentionner que c'est probablement ma page préférée dans tout ce que j'ai fait à date. C'est-à-dire Martha qui bûche de façon très violente sur un robot. Puis je trouve qu'il y a un petit côté quasiment Batman. Les bandes dessinées les plus violentes de Batman, là, où il est fâché et il bûche dans des choses. Je trouve que Martha ressemble à Batman dans cette scène-là, donc je l'aime beaucoup. J'aime quand Martha se fâche. En fait, j'aime les scènes où les personnages se fâchent et hurlent puis vargent dans des murs. C'est toujours plaisant à dessiner et à écrire. Ensuite, page 77. Il y a moins de références un peu dans ce livre-là parce qu'on dirait que plus j'avançais dans l'histoire et plus je sentais le besoin. En fait, moins c'était comique, plus c'était dramatique et plus mon univers était affirmé, donc j'avais pas besoin de faire des références de plein de choses à gauche, à droite. C'est pour ça que dans L'univers est un ninja, je pense qu'il n'y a aucune référence à rien, à part des petites inspirations de jeux vidéo. Puis dans mes plus récents livres de la Jean-Jean non plus, il n'y en a presque plus. Mais il va continuer à avoir des choses cachées qu'il y a juste moi qui sait par exemple. Donc, à la page 77, on voit la Jean-Jean passer à travers un très grand vortex et se retrouver dans une espèce d'univers fait de glu mauve. Et dans le milieu, il y a un genre de melon. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Eh bien ça, lisez L'univers est un ninja et peut-être vous allez avoir un indice de ce que c'est exactement. C'est intéressant parce que le melon et l'ampoule, donc Lucetta, sont reliés. Donc il y a peut-être une espèce de histoire métaphysique secrète qui se passe dans l'arrière-plan de la série. Alors, ça fait partie des mystères que j'aime. Page 83. Autre référence au Power Ranger. Donc à l'endroit où il y a l'édifice ancestral, édifice comme j'ai expliqué dans l'autre chronique, ou édifice qui était inspiré de la base des Power Rangers dans la vieille série télé. Ici, il y a un gros monstre fait, une espèce de dinosaure fait en os, un ossement de dinosaure qui attaque. C'est une réplique très fidèle d'un monstre qui apparaît dans le film des Power Rangers, mais pas le film plus récent, le vieux film sorti en 91, je crois, où les personnages étaient dans une jungle et se faisaient attaquer par un monstre en os. Donc je voulais faire un petit hommage à ça parce que j'aime beaucoup les Power Rangers. Et aussi, on voit dans cette scène-là Théodore avec un gros marteau et un tatou sur le bras, un peu genre style guerrier. Et ça, je l'ai trouvé vraiment cool et j'aimerais un jour faire une histoire avec lui et ce genre de visuel. Mais je suis pogné parce que le personnage n'existe pas, comme on va voir plus tard. C'était pas vraiment le père de Jean, puis fait que je peux pas m'en servir. Mais si vous avez une idée, vous, de comment je pourrais me servir de ça, puis faire une histoire vraiment avec un Théodore un peu gros avec des tatous puis un marteau, en style guerrier qui doit survivre en forêt ou quoi que ce soit, envoyez-moi vos idées. Puis, ouais, si c'est bon, peut-être que je ferai ça éventuellement. Ensuite, page 89. Donc là, c'est là qu'il y a la grande révélation. Alors, si vous n'avez pas lu le tome 8, fermez, allez lire puis revenez, parce que je vais tout révéler sur la fin. Donc il y a la grande révélation
du castor. Le castor qui serait en fait le créateur de l'agent Jean. C'est lui qui a créé l'agent Jean, qui l'a infiltré à l'agence pour en prendre le contrôle. Et puis la révélation se fait avec lui qui enlève son chapeau et on voit ses cheveux, en fait le haut de sa tête, qui est exactement pareil au haut de la tête à l'agent Jean. Donc ça, je trouvais ça très cool. C'est pour ça que je voulais pas montrer le castor, pas de chapeau, parce que je me suis dit les gens vont comprendre, mais personne n'a compris, pour vrai. J'avais montré le castor, pas de chapeau à des gens, puis ils faisaient zéro le lien des cheveux. Donc je me suis trompé là-dessus. Je pensais que c'était cool, mais finalement personne ne l'a jamais vu. Quand on le sait, c'est évident. C'est pour ça d'ailleurs que dans la saison 2, il n'y a plus jamais de chapeau, parce qu'il n'y a plus de secret à garder. Ensuite, la page juste après, il y a un à suivre, mais un faux à suivre, avec 2 pages blanches. Ça, mon plan au départ, c'était vraiment de mettre au moins 6 pages blanches, là, même une dizaine, là, pour que les gens pensent vraiment que le livre soit fini, puis faire comme non, non! Mais mon éditeur ne voulait pas mettre autant de pages inutiles. En fait, même 2, il y avait de la misère à concevoir que ça puisse se faire, mais je trouvais ça comique. Puis finalement, ça fait une belle place pour mettre des dédicaces. Hein, les gens qui viennent me voir s'en servent beaucoup. Page 95. Ah ben, le castor qui explique son plan machiavélique. Je pense que ça prend quasiment 20 pages avant d'expliquer son plan, il était incroyablement complexe. Mais tout ça, j'y ai pensé quand j'écrivais le tome 1. En fait, j'écrivais le tome 1, puis j'ai découvert en écrivant que, oui, l'agent Jean était la création du castor. Puis là, je capotais, puis j'avais vraiment hâte de dessiner cette scène-là, puis de la montrer aux gens. Puis ça a pris comme 4 ans avant que je me rende au tome 8. Mais j'étais vraiment impatient, puis j'étais content finalement de comment ça a sorti et de la réaction des gens. Je pense que ça a un peu surpris. Hostilia, qui est présente aussi, qui a un lien avec la création de l'agent Jean. Et c'est pour ça, d'ailleurs, vu que je savais déjà ce punch-là en écrivant le tome 1, j'ai mis plein de petits indices très très subtils à travers les livres là-dessus, comme dans le tome 4, Hostilia voit l'agent Jean et elle lui dit « Ah, votre face m'a dit quelque chose, vous! » C'est pas pour rien. J'ai glissé plein de petites choses comme ça. Et voilà, c'est tout pour le tome 8. Donc c'est tout pour toute la saison 1 de l'agent Jean. Donc voilà, si vous avez aimé ça, écrivez en commentaire. Si vous avez d'autres questions aussi. Et ouais, si vous avez aimé ça, on va faire les autres livres aussi, la saison 2 de l'agent Jean, peut-être même Mini-Jean, l'univers de Ninja, on a encore pas mal de stock et j'ai encore probablement plein de choses à raconter. Donc voilà, prenez soin de vous et à dans 2 semaines pour une autre capsule. Salut!